Arrêté le 19 avril 2011, il va séjourner 2 nuits à Williamsville dans un camp de torture. Et puis ensuite, il sera déporté au Golfe avant d'être amené à Bouna le 25 avril où il va passer près de 7 mois. Téléspectateurs de 20 News TV, bonjour. Nous sommes ce jour en compagnie du professeur Balobi Toto Jérôme, secrétaire général de l'université de 2002 à 2012. Et avec lui, nous allons évoquer l'actualité politique en Côte d'Ivoire, mais surtout son arrestation et particulièrement la destruction de l'université. Ce pourquoi il est allé sur le campus et il s'est fait arrêter. Téléspectateurs de 20 News, nous sommes avec lui. Professeur, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, alors, professeur Balobi Toto Jérôme, c'est bien de vous qu'il s'agit. Vous avez été secrétaire général de l'université de Cocody de 2002 à 2012. Qu'est-ce que vous étiez allé chercher sur le campus le jour de votre arrestation? Donc, c'est pratiquement une semaine après l'arrestation du président Gbagbo. Et j'étais allé à la demande du vice-président de l'université d'alors, qui m'a appelé. On s'est eu au téléphone pendant toute la crise. Il y avait des destructions sur l'université, des vols, du matériel roulant, des vols dans les bureaux, du matériel laboratoire. Donc, je suis allé le 19 avril faire le point, l'état des lieux de la situation donc, à l'université, pour rendre compte ensuite aux autorités compétentes. Et donc c'est au sorti de l'université, donc le 19 avril, dans la matinée, en fin de matinée, vers 11 h, que j'ai été arrêté au carrefour commun qu'on appelle Carrefour de la Vie à Abidjan, à Cocody. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? D'abord ce jour-là, quand je suis parti, c'est clair que l'université était détruite, tous les bureaux avaient été éventrés, du vol avait été coupé, j'ai même trouvé les soldats d'alors, les soldats du moment en tout cas, qui étaient en train d'emporter des choses. Donc je suis reparti de l'université et aujourd'hui je peux vous dire que j'ai été dénoncé par quelqu'un que je connais bien, un agent de l'université, qui a dû appeler les forces de Ouattara pour leur dire que je venais de sortir de l'université. Lorsqu'ils m'ont arrêté, ils m'ont demandé si c'était bien moi le secrétaire général, je leur ai dit oui. D'abord ils nous ont délesté, j'étais avec 2 personnes que je ne vais pas citer pour des raisons de sécurité. Ils m'ont demandé si c'était moi le secrétaire général, j'ai dit oui. Et ils m'ont dit qu'on m'accusait d'avoir logé des miliciens sur le campus, d'avoir une cache d'armes, enfin des caches d'armes chez moi à la maison. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai été arrêté. Et aussitôt arrêté, vous avez été transporté à Williamsville dans un camp de torture. Oui, on a fait un tour donc à Williamsville, c'est donc un camp où on a torturé des gens, mais avant de me ramener au camp, ils ont gardé les 2 personnes donc, dans le camp. Et moi, ils m'ont amené à la maison puisqu'ils disaient que j'avais des caches d'armes chez moi à la maison. Donc, à la recherche des armes, on a passé pratiquement 2 heures de temps chez moi à la maison. Le quartier était bouclé. Le quartier d'Angri à Cocody a été bouclé pour rechercher des armes, ce qu'ils n'ont pas trouvé. Et donc, c'est après tous ces tours-là qu'ils m'ont ramené donc, à Williamsville où j'ai passé 2 nuits, comme je l'ai dit. Et ensuite, vous êtes allé au Golfe? Oui. D'abord, à Williamsville, bon, il y a eu des scènes totalement surprenante et moi j'avoue qu'aujourd'hui je peux remercier Dieu parce que je ne pensais pas m'en sortir. Des jeunes gens armés qui m'ont attaché, qui ont menacé de tirer sur moi. Il y a même un de leurs chefs qui a mis son arme sur ma nuque. Je pensais qu'il allait me tuer et heureusement pour moi il n'a pas tiré sur ma nuque. Il a enlevé son pistolet. Après 15 minutes sur ma nuque, il a tiré entre mes jambes. Et voilà, donc j'ai passé 2 nuits vraiment infernales au milieu des soldats, des jeunes qui allaient et venaient, tous drogués. Bon. Donc après ces 2 nuits, donc c'était le mardi 19, le mercredi 20, voilà. Et donc le mercredi 20 déjà, dans la matinée, mon ministre de tutelle d'alors, le ministre Cissé Bakongo, a envoyé son directeur financier, que je connais bien, qui est venu m'interroger de la part du ministre pour que je dise ce que je savais sur les caches d'armes. Naturellement, ne me reconnaissant pas dans les faits, je lui ai dit que je ne savais rien du tout sur les caches d'armes et que de toutes les façons, en tant que secrétaire général de l'université, mon rôle, ce n'était pas de loger des étudiants sur le campus à plus forte raison des miliciens, parce que les logements sont gérés par le centre universitaire, le centre régional des jeunes universitaires, le CRU. Donc ce n'était pas de mon ressort. C'est ce que je lui ai dit et il est reparti.
Il m'a dit qu'il allait voir le ministre, qu'il allait lui rendre compte. Et donc, je n'ai plus de nouvelles. Et donc, le jeudi 21, vers 16 h, on est venu me chercher. Mes géoliers m'ont dit qu'on avait besoin de moi. Il y a un ministre qui voulait me recevoir au golf. C'est comme ça que je suis parti de Williamsville pour le golf. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais rencontré ce ministre en question. Oui, mais en sortant de Williamsville, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer aussi certains autres détenus qui étaient là-bas que vous connaissiez? Au niveau de Williamsville? Oui. Non, chacun était dans une pièce et je ne sais pas, je n'ai pas vu quelqu'un. En tout cas, pour être honnête, je n'ai vu personne. Il y a plusieurs pièces, donc je ne sais pas s'il y avait d'autres dans d'autres pièces, mais je n'en ai pas vu. Donc en sortant, mais quand vous sortez, je veux dire, vous êtes engouffré dans un véhicule, donc vous n'avez même pas le temps de voir quoi que ce soit. C'est d'ailleurs dans mon propre véhicule qu'on m'a amené d'abord à Williamsville et puis ensuite au golf. Alors au golf, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé au golf? Alors au golf, donc il y avait une pièce qui en fait est un bar. Hein. Habituellement, c'est un bar de l'hôtel du golf qu'on appelle le Flamboyant. Donc c'est un peu là-bas que, je dirais, entre guillemets, les prisonniers politiques ou de luxe étaient logés. C'est vraiment un bar, voilà, au sol nu. Moi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé ceux qui avaient été arrêtés à la résidence du chef de l'État. Oui. J'ai trouvé sur place. On a libéré un groupe plus tard, en tout cas 6 ou 7 personnes. C'était essentiellement des dames avec un religieux. Et puis nous, on n'était plus que 6, dont le Premier ministre Afrique qui nous a rejoint plus tard. Hein. Voilà. Bon, donc on dormait à même le sol, on ne pouvait pas se laver naturellement. Bon, on nous permettait d'aller dans les toilettes sous escorte. Et dans les toilettes, il y avait toujours des jeunes gens qui venaient nous faire la fête, nous taper, nous molester. On traversait pratiquement le vol par l'eau. C'est-à-dire que vous avez vécu, professeur, un véritable calvaire en ces lieux? Absolument. Absolument. Et pendant ce temps, j'ai eu le pouvoir, puisque c'était le siège du nouveau pouvoir de la SAM en son temps, le pouvoir était installé là. Et bon, nous, on est vraiment dans l'anonymat, on nous malmenait. Hein, en tout cas, les toilettes, c'était une affaire aussi. Parce que je me souviens que le Premier ministre, sa fille, a passé pratiquement 2 jours sans aller aux toilettes parce qu'il craignait d'être agressé. Puisque lui, on le reconnaissait de toute façon quand il sortait dans le rôle. Et puis ensuite, le 25 avril, vous êtes déporté à Bouna. À Bouna. Racontez-nous le voyage. Voilà, on n'était plus que 6, donc vers 13h30, c'est Mme Afoussi Bamba qui était le porte-parole. Le ministre Afoussi Bamba. Afoussi Bamba qui est devenu ministre plus tard. Il était encore le porte-parole du nouveau pouvoir, c'est elle qui est venue nous annoncer qu'on devait partir. En fait, elle ne nous a pas dit où on partait. Elle nous a dit simplement qu'on devait partir, donc de nous apprêter. Bon, on n'avait rien à apprêter de toute façon. On dormait à même le sol, sans bras, sans rien du tout. Et donc on est sorti par une porte derrière. Parce que ce que je n'ai pas raconté, c'est que tous ceux qui arrivaient, les prisonniers qu'on amenait au golf, en tout cas, il y avait un comité d'accueil qui, pour donner des coups, pour donner... Oui, on a vu des vidéos, des images. Il y a même des soldats de l'ONUCI qui portaient des coups aux prisonniers. Ah tiens, vous confirmez que les soldats de l'ONUCI ont participé? Je confirme et je vais revenir dessus tout à l'heure sur la destruction des universités, parce que l'ONUCI aussi a participé à cette destruction-là. Alors, vous étiez à l'université précisément parce que vous aviez envie de constater un certain nombre de faits. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à l'université et qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce que l'université? Qui sont ceux qui sont attaqués à l'université et pourquoi l'université a été vraiment attaquée à l'âme lourde? Parce que c'est ce que nous avons eu comme écho. Oui, moi je peux vous confirmer que l'université a été effectivement attaquée à l'âme lourde parce que pendant les événements, on a des agents qui ont été piégés, qui étaient donc restés sur le campus. C'est avec cela que moi j'étais en relation, des agents de l'administration, mais également des étudiants. Concernant les étudiants, il y a des étudiants, des délégués notamment avec qui j'ai eu l'habitude de travailler, qui m'appelaient pour me dire « Ah, il se passe des choses, on nous bombarde ». Et donc, voilà, il y a eu des obus qui sont tombés sur le campus. Ils ont détruit des logements d'étudiants. Ils ont tué des étudiants, je peux le confirmer. Ils en ont poursuivi les blessés qui ont trouvé refuge au CHU. Beaucoup ont été achevés sur des lits d'hôpitaux. Oh, mais professeur, vous avancez des choses graves. Oui, moi j'ai dit que le moment venu, les témoignages vont être rendus. Ça, je peux le confirmer. Parce que l'étudiant avec lequel j'étais au téléphone, après, je n'ai plus de ces nouvelles. Donc, moi, ce que je demande aujourd'hui, pour
pour dire la vérité aux Ivoiriens. Et puis à l'opinion, il faut qu'on fasse une enquête sur l'université. L'université a été bombardée. C'est pour ça que je comprends mieux maintenant la précipitation à laquelle on a voulu réhabiliter. Ah, écoutez, il y a eu des choses à l'université. Le minimum, ça aurait été qu'on fasse une enquête au moins. Qu'est-ce qui s'est passé avant de réhabiliter? Ça n'a pas été fait. On a mis la peinture sur des corps. On a mis la peinture sur des dégâts. Donc ça, il faut que l'opinion le sache et qu'il y ait une enquête en bonne et due forme sur l'université. Vous disiez tout à l'heure que vous soupçonniez, ou alors, je ne sais pas si vous l'affirmez, que des soldats de l'ONU auraient participé aussi aux exactions qui ont eu lieu à l'université. Oui, je ne soupçonne pas, parce que je les ai vus. Je les ai vus. J'ai vu des convois de l'ONU ici, j'ai vu des convois des forces d'ICOM, j'ai vu des soldats de l'ONU ici sur le campus. D'ailleurs, je voulais rappeler que, avant de me rendre sur le campus, j'ai appelé le siège de l'ONU ici. J'ai appelé un des premiers responsables qui était alors le porte-parole, M. Amadoun Touré. Je lui ai dit ce qui se passait à l'université. Il m'a dit, et je répète ce qu'il a dit, que ce n'est pas de leur ressort. Il fallait que je m'adresse à la police ou à la gendarmerie. En ce moment précis? En ce moment précis, où il n'y avait plus ni gendarmerie ni police. M. Amadoun Touré me l'a dit au téléphone. Donc je confirme que l'ONU a participé. Professeur, nous allons revenir à Bouna, où vous étiez détenu. Vous étiez détenu en compagnie d'Afin Guessan et de ses autres camarades qui viennent d'être libérés. Et justement, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les conditions de détention à Bouna? Oui, les conditions, en tout cas les premiers moments étaient très difficiles. Parce que notre arrivée à Bouna a été annoncée comme étant l'arrivée des mercenaires du Gbagbo. Comme par exemple, on était les 7 mercenaires du Gbagbo. Les Libériens, des Angolais. Michel, qui est notre métis, était présenté comme l'Angolais du groupe. Donc vraiment, les premiers moments étaient difficiles. Très très difficiles. L'accueil, lorsqu'on nous a fait rentrer, d'abord on nous a fait croire au départ que c'était dans une résidence qu'on allait être, mais en réalité c'est dans la prison de Bouna, qui a été désertée depuis 2002, du fait de l'agression que la Côte d'Ivoire a subie. Et donc les premiers moments étaient difficiles. C'est peut-être après 2 ou 3 mois que les choses ont commencé à s'améliorer. Quand vous dites s'améliorer, qu'est-ce que vous voulez dire? S'améliorer, d'abord difficile parce que c'est des traitements de choc. Au départ, vous avez vu certaines vidéos où les chefs militaires venaient nous invectiver, nous faire des exercices humiliants, nous faire dire des choses. Il fallait qu'on reconnaisse que le président Alassane est bien le président de la Côte d'Ivoire. Il fallait qu'on reconnaisse notre responsabilité dans la crise, enfin bref. Et j'en passe. Et donc, les premiers moments étaient difficiles. Professeur, est-ce que vous pouvez nous décrire, pour notre spectateur, une journée à Bouna? Alors, d'abord, la toute première journée, là, c'était vraiment le calvaire. Parce qu'on nous a fait rentrer de force dans les cellules. Et comme on était des mercenaires, enfin, en guillemets, alors là, on nous a enfermés. Le premier soldat qui est venu, on l'a surnommé Chiquito après, c'est un des soldats du commandant de la zone, du commandant de la zone, c'est Mourou, le commandant de la zone. Et donc il venait vraiment, quand ça lui plaisait, on nous enfermait, on nous empêchait de voir le jour. Quand ça leur plaisait, on nous faisait faire des exercices physiques, des pompes, avec des coups de pied à l'appui. Bon. Donc c'est autant de choses qu'on a vécues. Même les cellules étaient installées, puis elles n'étaient même plus habitées depuis 2002. Donc c'était des coins insalubres, on a dû nous-mêmes nettoyer, on a dû nous-mêmes faire des choses à nos frais. Et puis je rappelle que la nourriture, les médicaments et tous les soins étaient à notre charge. Vous me direz comment, mais il y a des amis qui sont mobilisés dehors qui nous faisaient parvenir des choses à travers des bonnes volontés de la ville, donc qui vraiment nous ont aidés. Oui, entre prisonniers, comment vous vous êtes organisés? Bon, entre prisonniers, comment les premiers moments de frayeur passés, les premiers moments de brimades passés entre prisonniers, vous vous êtes organisés. Vous n'étiez pas forcément habitués l'un à l'autre, et vous n'étiez pas habitués par exemple à faire la cuisine, vous n'étiez pas habitués à faire vous-même la lessive, encore moins la vaisselle. Comment vous êtes organisés? Racontez ça. Bon, pour la cuisine, à l'heure des charges, en tout cas, dès le premier jour, on nous a affecté une dame. Celle qui devait nous faire la manger. Elle a été choisie par nos geôliers. Bon, on avait peur, mais est-ce qu'on avait le choix? On n'avait pas le choix. Le premier jour, elle nous a apporté, je crois, des lignames, dans des conditions bizarres. Mais après,
Nous, ce qu'on faisait, c'est que comme on avait donc une caisse qui était tenue par des gens de bonne volonté de la ville, régulièrement, chaque jour, on donnait un peu la liste de ce que nous voulons manger. La dame, en tout cas, elle s'est bien occupée de nous. Dans ce domaine-là, elle s'est occupée de nous. Donc pour la cuisine, bon, ce n'est pas nous, mais pour le reste, on faisait nous-mêmes. C'est-à-dire la vaisselle, la lessive. Chacun faisait sa lessive. Hein. C'est clair, de temps en temps, on donnait un coup de main au président Afi. Et sinon, pour le reste, chacun faisait sa lessive. Maintenant, on s'est organisé. Hein. On avait une petite administration pour gérer les petites choses qu'on faisait. On achetait de l'eau, du savon qu'on gardait chez nous. Donc il y a quelqu'un qui gérait. Et dans les cellules pour la couchette? Non, les cellules, elles étaient inhabitables. D'abord, les premiers moments, on avait tellement peur que personne n'a accepté de dormir dans une cellule. Donc, il y a un petit appartement dans la cour, combien de mètres carrés, je ne sais même pas, c'est tout petit. Donc, on dormait vraiment groupés. On a préféré ça. Les 2 premiers mois, c'est ce qu'on a fait. Hein, parce qu'on a dit, bon, écoutez, si on doit y passer, on préfère passer ensemble. Voilà. Donc personne n'allait dormir dans les cellules. Bon, plus tard, quand les choses se sont améliorées, bon, le président a fait quand même, il allait dans une cellule toute petite, mais bon, il était seul. Mais les premiers moments, on était ensemble. Et puis après tout le reste, on était dans la même cellule. C'est-à-dire en dehors du président Afi, et puis un des doyens qui était avec nous, tous les 5 autres, on était dans la même cellule. Regroupés dans une seule cellule. Dans une seule cellule avec d'abord au départ des nattes, après on s'est fait acheter des petits matelas, on était tous dans la même cellule. Et c'était la seule salut parce que les autres là, quand il pleut, la même cette là, quand il pleut, on était debout avec nos matelas, le temps que la pluie cesse. Voilà. Et ensuite, le 11 novembre, vous avez été libéré, 11 novembre 2011, vous avez été libéré. En sortant des Bouna, vous avez certainement eu un pincement au cœur, laissez vos amis derrière. Oui, c'était vraiment, c'était plus qu'un pincement, c'était de la tristesse. Parce que quand on est venu, quand le préfet est venu nous annoncer la libération provisoire de 5 d'entre nous, vraiment on se demandait qui ça pouvait être, qui allait rester. Puis après on a eu les détails, mais vraiment on était triste. Ça fait que sur le champ, on n'a même pas pu exprimer notre joie. On était triste de laisser nos amis, mais bon, on a discuté. Je me souviens encore de ce que le président a fait, il dit, mais c'est la vie, allez-y, continuez la lutte pour nous, et c'est ce qu'on a promis de faire. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu merci, tout le monde est dehors. Alors, Afi N'Guessan et ses autres co-détenus ont été libérés. Vous vivez en exil ici en France. Comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle et quelle est votre réaction par rapport à cette libération? Non, mais c'est d'abord une joie qu'on ne décrit pas parce que, comme on a vécu ensemble dans ces conditions-là, donc vous savez ce qu'ils souffraient après nous, même si les choses se sont améliorées plus tard, mais c'est vraiment une joie que je tiens à exprimer. Je suis heureux qu'il soit dehors. Parce que de toutes les façons, on ne nous donnera pas la raison pour laquelle on a fait ces arrestations. Rien. Donc je suis vraiment heureux qu'il soit dehors. Je suis surtout heureux parce que la lutte va s'intensifier maintenant. Je pense que eux dehors, c'est plus efficace. On va être plus fort maintenant pour lutter. Parce que la lutte n'est pas finie. Situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane est désormais au pouvoir. Le Premier ministre Soro Guillaume se trouve aujourd'hui à Gagnoa. Quelle est votre réaction sur cette situation qui a créé un petit remue-ménage en Côte d'Ivoire où les parents de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé ont refusé de recevoir Soro Guillaume qui est quand même parti à Abouna, à Gagnoa. Bon, là, je vais vous surprendre. Moi, honnêtement, que Soro aille où il veut, c'est vraiment pas mon problème. Je veux dire, ce n'est pas le plus important aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La preuve, il est parti. Je veux dire, il a la force de faire ce qu'il veut. Il a la force du moment. Donc, ce n'est pas ça le plus important. Moi, je pense qu'il faut voir la lutte. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour mettre fin à ce système qu'on ne peut pas justifier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Soro est libre, il est fort, il a la puissance, Alassane a la puissance de la force avec lui. Donc, même si les villageois disent non, quelle force ils ont pour s'opposer à la venue de Soro dans leur village? Non. Moi, je pense qu'il faut le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Mais nous, on lutte. On lutte pour mettre fin à cette situation. Parce que, naturellement, je veux dire, moralement, ça ne se justifie. Je ne sais pas, je pense que moralement, lui-même comprend que ça ne peut pas se justifier. Bon, mais il est le seul à savoir pourquoi il s'en va. Moi, je pense qu'il ne faut même pas donner d'importance à cela. Pour moi, c'est un épiphénomène. Soro peut partir où il veut. D'ailleurs, c'est ce qu'il chante, il a dit aux gens, il nargue les gens. Vous dites que je ne vais pas, je vais aller. Et je vais partir. Et il est parti. Donc, qu'est-ce que ça change?
gardons notre énergie pour autre chose. La lutte est ailleurs. 100 milliards pour réhabiliter l'université, et puis après, on se rend compte que beaucoup de choses n'ont pas été faites. Et que l'université, ça a été juste des pots de peinture qui ont été achetés, comme le disent les détracteurs du ministre Bakongo. Mais vous, en tant qu'ancien secrétaire général de l'université de Côte d'Ivoire, de Cocody, qu'est-ce que vous voyez comme tâche dans ces histoires? Parce qu'on se rend compte que beaucoup de choses se disent, mais la vérité est quelque part. C'est vrai que vous n'êtes plus aux affaires, mais 100 milliards pour une université qu'on réhabilite, et puis après, les choses n'avancent pas. Mais ce que je voulais dire d'abord, je pense que je l'ai dit en introduction, cette réhabilitation cache quelque chose. Et la chose qu'on cache, c'est simple. J'ai dit que les universités de Côte d'Ivoire en général, Bouaké c'était déjà en 2002, mais Abobo, Diamé et Cocody ont été détruites de façon réfléchie, planifiée. Parce qu'Abobo Diamé, qui a été bombardé déjà dès mars, ben, ils se sont attaqués d'abord à la scolarité, au service informatique. Mais ça a une signification, parce que c'est la mémoire de l'institution, ça. Pourquoi on s'attaque à la mémoire? Est-ce qu'on veut effacer les choses? Est-ce qu'on veut reconstruire les choses? Je ne sais pas. Cocody, c'est pareil. Cocody a été bombardé également. Donc il y a des morts, il y a des étudiants, il y a des centaines d'étudiants qui sont morts. Oui, mais on accuse aussi la FESI d'avoir détenu des armes. Oui, mais ça, je ne peux pas vous le dire. Mais ce que je sais, c'est que l'université a été bombardée et les obus, ce n'est pas la FESI qui a lancé les obus. Les obus ont été lancés par la force LICOM et par l'ONUCI. Parce que de toute façon, les soldats de Ouattara n'ont pas d'obus à eux. Donc, je pense que c'est ça qu'on a voulu cacher en faisant là. Parce que dans un pays normal, d'abord, on a vu les grandes guerres qu'il y a eu dans l'histoire. Les gens se sont attaqués rarement à des institutions comme l'université. Parce que c'est un temple, comme on le dit, c'est le temple du savoir. Pourquoi s'attaquer à l'université? Est-ce que les vols qui ont été perpétrés, les laboratoires qui ont été détruits, c'était des laboratoires appartenant à la FESI? Non. Mais il faut l'avouer, professeur, il faut l'avouer quand même que les étudiants de l'université de Cocody étaient aussi très engagés. Politiquement? Oui, politiquement. Oui, non, il n'y a pas que les étudiants. On a toujours accusé l'université, notamment celle de Cocody, comme étant acquise à la cause du président Gbagbo. Ça, on le sait. Ça, et je suis mieux placé pour le savoir parce que la péripétie de l'élection du président de l'université, j'ai vu ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça, c'est clair. Bon, si c'est l'une des raisons pour laquelle on a voulu détruire l'université, bon, ils ont réussi. Mais sinon, je ne peux pas comprendre qu'après l'arrestation du président, on a détruit l'université. L'objectif, c'était quoi? On a dit que c'est Gbagbo qui ne veut pas reconnaître Alassane ce qui est faux, parce que Gbagbo a été élu, on le sait, mais il ne veut pas reconnaître Alassane. Si vous l'avez arrêté, normalement, les choses devaient s'arrêter là. Pourquoi toutes ces destructions? Détruire l'université puis reconstruire à coût de 100 milliards. Mais 100 milliards, bon, je pense que Bakongo en a profité pour construire sa maison, pour équiper sa maison. Ça aussi, on le sait. Hein? Je me rappelle qu'avant même qu'on les reconstruise, pour abattre les arbres, ça a coûté près de 300 millions. Il y a des chiffres qui existent. Donc ça cache les véritables intentions, les véritables actions que nos frères qui ont pris le pouvoir ont mené sur le campus. Ils ont détruit l'université, ils ont tué des étudiants. Et ça, j'insiste dessus. Et ça, il faut qu'une enquête soit diligentée, qu'on sache clairement ce qui s'est passé à l'université. Professeur, pour terminer notre entretien, certains prisonniers sont encore détenus, notamment la première dame en Côte d'Ivoire, mais aussi le président Laurent Gbagbo, ici à La Haye, ici en Europe, à La Haye. Alors vous qui êtes aujourd'hui exilé en Côte d'Ivoire, est-ce que vous est arrivé d'avoir des nouvelles de Laurent Gbagbo en allant à La Haye? Bon, pour l'instant, je n'ai pas fait cette démarche, mais je compte la faire. Mais c'est vrai, c'est bien d'aller à La Haye, mais je pense que la lutte que toutes les organisations patriotiques, beaucoup d'organisations ici en Europe, même, je pense que c'est dans cette lutte-là que moi je m'engage aussi, parce que le plus important, c'est vrai, et la libération du président Gbagbo, c'est primordial. La libération des prisonniers, mais la libération de la Côte d'Ivoire, elle est importante. Donc partout où nous sommes, nous nous organisons, chacun apporte sa pierre à ce combat, parce que le combat n'est pas fini. C'est un système, je ne dirais pas anachronique, mais ce n'est pas normal que la Côte d'Ivoire subisse ce qu'elle subit. Donc aujourd'hui, notre travail, c'est d'informer l'Occident, parce que la France a caché beaucoup de choses sur la vérité des faits. Et c'est cette vérité-là qu'il faut qu'on annonce, et je pense que c'est ce que tous les mouvements de lutte pour la libération de Gbagbo, tous les mouvements de lutte contre la dictature de Ouattara
se démène à faire par tout le monde entier. Et j'encourage les gens et j'apporterai ma contribution, en tout cas ma part de vérité, pour que les gens aussi, l'Occident, l'opinion et l'information véritable. Professeur, merci beaucoup. Et c'est par ces mots que nous allons terminer. Mais avant de clore cet entretien, on va vous donner l'occasion de donner votre dernier mot. Alors, mon dernier mot, d'abord, je voulais saluer tous les Ivoiriens qui souffrent. Il y a les prisonniers, c'est-à-dire ceux qui sont effectivement dans les prisons, avec à l'heure telle le président Gbagbo, la première dame Simone Gbagbo, mais également ceux qui sont dans, comme disait Abel Naki, dans une prison ouverte. C'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer, parce qu'ils ont peur. Mais dans quel pays un gouvernement qui est élu, qui est reconnu par la communauté internationale, fait souffrir ses propres citoyens? Donc je voulais vraiment saluer toutes ces populations-là. Je voulais saluer des amis, les rassurer que je suis en bonne santé, Dieu merci, et que la lutte ne fait que commencer. La lutte ne fait que commencer. Parce que ce système, ce pouvoir doit tomber. Quand je dis doit tomber, je ne suis pas militaire, ce n'est pas de ça que je veux parler, mais nous allons lutter pour mettre fin à ce système qui ne doit pas exister dans le monde. Et à plus forte raison, en Côte d'Ivoire, on a quand même vécu entre nous, on n'avait pas besoin de ça. Parce que à quoi on assiste aujourd'hui? C'est la pauvreté généralisée, c'est la peur. Les gens rentrent chez eux parce qu'ils ont peur, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent même pas critiquer le gouvernement, alors qu'il s'est dit qu'il est élu démocratiquement. Il n'y a aucune raison. Donc, encouragez les Ivoiriens. Il faut qu'on tienne. La lutte ne fait que commencer. Parce que si nous acceptons d'être brimés sans revendiquer nos droits, sans défendre notre dignité, mais on est exposé à tous les abus et à toutes les humiliations. Donc il faut qu'on lutte, il faut qu'on se lève pour dire comme le président Gbagbo, il faut qu'on reste debout pour lutter. Chacun apportera sa part là où il est et comme il peut, et pour que la Côte d'Ivoire revive, pour que la Côte d'Ivoire redevienne ce qu'elle était. Professeur Baloubi Tito Jérôme, merci. Nous étions en compagnie, comme je l'ai dit tantôt, du professeur Baloubi Tito Jérôme, secrétaire général de l'université de 2002 à 2012. Il a été déporté à Bouna, libéré le 25 avril. Et le 11 novembre. Oui, il a été libéré le 11 novembre. Il faut bien préciser les choses. 11 novembre. Et il vit aujourd'hui en exil en France. Je vous dis merci et surtout, merci pour votre fidélité à votre chaîne de télévision.